Allez, on y va. Donc, pour certains, vous avez vu le film hier, j'imagine, qui a été projeté à 21h, donc comme des lions, sur la lutte des ouvriers de PSA Aulnay. Et donc, on va pouvoir là plus explorer avec Françoise son parcours de cinéaste, de journaliste aussi. Et donc on va nous faire raconter un petit peu tout ça. Si, bien sûr, si vous voulez intervenir, il n'y a pas de souci, on fera passer un micro. Françoise, on revient toujours au départ parce que ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est d'où est venu ton désir, jeune fille, jeune femme, de l'image, du cinéma, du film ou peut-être de la télévision. Qu'est-ce qui a par où tu as commencé? Moi, au départ, donc je suis pas du tout d'un univers du documentaire ou du journalisme. Je suis de Vitry-sur-Seine, c'est en banlieue parisienne. Voilà, de la cité Colonel Fabien, Vitry-sur-Seine. Mais je voulais filmer les gens. Voilà, c'était mon truc. Je voulais filmer les gens. Je savais pas. Comme je ne connaissais vraiment pas ce milieu, je ne savais pas ce que ça pouvait être de filmer les gens, puisque je ne voyais pas de documentaires. Je pensais que c'était très chiant, les documentaires, en fait. Voilà, pour moi, comme beaucoup de gens, un documentaire, c'est des documents et c'est chiant, quoi. Et donc, mais je voulais filmer les gens. Voilà, je voyais pas, j'avais même pas fait le lien que ça s'appelait comme ça. Et donc voilà. Et pour filmer les gens, il n'y a pas tellement de possibilités. Il y en a deux, en fait. C'est soit moi j'ai essayé de passer Louis Lumière pour filmer, pour être directeur photo, quoi. C'est l'école de cinéma, de cinéma, mais pas la Fémis, le truc où on a la caméra dans la main. Et puis je l'ai pas eu, et il y avait autre chose qui s'ouvrait à ce moment-là, c'était le centre de formation de journalistes à Paris, qui ouvrait une session qu'ils appelaient JRI. C'était comme les caméras se réduisaient enfin c'était des grosses encore, hein, elles faisaient 12 kilos, mais on pouvait filmer tout seul. Et donc ils avaient ouvert une session qui s'appelait JRI. Et donc journaliste reporter d'image. Voilà. Et donc j'ai passé le diplôme de journaliste reporter d'image au CFJ. Et dans un univers donc, que je ne connaissais pas du tout, qui là était pour le coup pas documentariste, mais tu l'as fait aussi, hein, de gens qui venaient beaucoup de Sciences Po, quoi, pour aller vite, des Bordelais et des Parisiens de Sciences Po. Voilà, donc c'était pas un milieu que je connaissais bien, mais bon, je faisais un peu atypique, c'était rigolo, j'arrivais en survette, je me faisais engueuler parce que j'étais en survette, vraiment. Et puis j'ai fait ça qui est super, hein, qui a une formation extraordinaire de tout point de vue. Et puis du coup on peut aller à la télé, on a un stage à la télé, donc j'ai été à Antenne 2 à l'époque, faire caméraman à Antenne 2. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et je me suis aperçue très vite à Antenne 2 que c'était pas journaliste, en tout cas pas journaliste télé ce que je voulais faire, parce que c'était le contraire, quoi. On filmait pas les gens, on allait voir les gens pour filmer ce qu'on voulait dire. Donc j'ai très vite dévié vers ce que je ne savais pas être le documentaire, mais que j'ai appris sur le tas, beaucoup avec les monteurs, beaucoup avec essentiellement les monteurs, quoi, qui m'ont appris ce qu'était le documentaire, ce que je voulais faire, c'était filmer les gens. Du coup, j'ai fait un premier film qui s'appelait Quelque chose en plus, et qui est sur... parce que j'avais vu Le bébé est une personne, et dans Le bébé est une personne, il y a Maurice Titran, qui est un pédiatre de Roubaix, qui est mort maintenant, et qui est assez fabuleux. Et donc, je me suis dit, ça, j'aimerais bien filmer Maurice Titran, et donc j'ai été filmer Maurice Titran... qui s'occupait des enfants trisomiques. C'est un film qui s'appelle Quelque chose en plus, et voilà, ça c'était filmer les gens. Voilà, et du coup mes films, c'est un peu tous, je peux le dire maintenant parce que j'ai réfléchi a posteriori, filmer les gens vis-à-vis des institutions. C'est quelle intelligence ont les gens, et comment ça se fait que les institutions, elles percutent pas toujours cette intelligence, quoi. Et voilà, c'est un peu les films, c'est beaucoup de domaines différents, mais c'est toujours un peu sur ça, sur la capacité des gens à être maîtres de leur vie, et la difficulté pour les institutions de l'entendre, et même de faire avec ça, quoi. Tu vas rencontrer l'humain, effectivement. Tu vas aussi dans l'éducation, la question de l'école aussi.
Tu peux nous en parler un petit peu de ces premiers films? J'en vois quelque chose qui est... Alors du coup, avec Titran, ce médecin qui est à Roubaix, il a une pratique médicale qui est de Saint-Cams, je ne sais pas si vous savez, bon. Et donc il accueille les gens et il les accueille en faisant en sorte que ce soit eux les maîtres de leurs soins, surtout par rapport à leurs enfants. Donc ça m'a fait rencontrer en fait le domaine de la grande pauvreté à Roubaix. J'ai filmé au même endroit que Bernard, mais l'inverse. Et donc du coup, j'ai appris mon métier avec des gens en grande difficulté sociale. Le deuxième film, ça s'appelait, c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, c'est France 2 sans travail fixe, mais en fait c'était sur des gens en situation de grande pauvreté à Roubaix. Et donc c'est vraiment eux qui m'ont appris mon travail, quoi, la façon de travailler pour faire en sorte qu'on soit à égalité. Toute femme a rêvé un jour ce moment-là. Et quand elle mesure à la maternité la différence qu'il y a entre le rêve qu'elle avait d'être mère un jour, l'enfant de rêve qu'elle attendait, et puis l'enfant réel qu'elle a, et puis sa réalité de la maternité. Et l'effet que tout ça produit sur son mari, et l'effet que tout ça produit sur sa propre famille, sur l'autre famille, et sur l'équipe qui est autour d'elle, eh bien, il faut bien reconnaître qu'il y a certaines mamans qui sont considérablement déçues. Cette déception, c'est dans les milieux les plus démunis qu'elle risque d'être la plus grande. Et c'est pourquoi Maurice Titran se retrouve toutes les semaines là, dans cette cuisine. C'est pourquoi il fait l'effort de retirer sa blouse blanche pour venir au contact de ses parents, qui d'habitude fuient indifféremment les assistantes sociales, les instituteurs et les médecins. Ils s'attendent trop à ne pas être compris et ils n'ont aucune envie d'être jugés. Pour ses parents, le bébé c'est le rêve du nouveau départ, du compteur qu'on remet à zéro, de l'ardoise qui miraculeusement s'efface. Et puis, passé le moment de la naissance, on reprend sa vie là où on l'avait laissée, et si l'on n'y prend pas garde, on se désintéresse de l'enfant. Sauf si quelqu'un dont le métier n'est pas de juger vous aide à lui faire de la place. Bonjour monsieur Alexandre, comment vas-tu? Tu vas bien? Allez, assieds-toi là, regarde. Ouh, comment tu te sens? Comment ça va? On va être embêtés, dites donc, si c'est lui que je dois voir et que vous avez le bébé dans les bras, moi je vais pas savoir l'examiner, comment on va faire? Si c'est lui que vous voulez que je voie, il faut aller porter le bébé à quelqu'un et porter la grande fille à quelqu'un pour qu'on puisse s'occuper ensemble d'Alexandre, parce que sans ça, on va pas y arriver. Hein, monsieur Alexandre? Tu as vu si c'est beau, ça? Le médecin a repéré chez l'enfant une souffrance, celle qui le fait s'accrocher à une mère qui lui échappe. Instinctivement, il se solidarise avec l'enfant. Il demande à la mère de revenir seule. Une complicité s'instaure. L'enfant et le docteur parlent la même langue, celle des émotions, celle par laquelle on se ferait un chemin dans le cœur des mamans. On va venir te revoir tout de suite. Tu vois ce que c'est, ça? Ça, c'est bon? Oui, entrez, madame de Fresnes. C'est bien. Vous allez voir, ça va être beaucoup mieux comme ça, deux. Bon, eh ben, c'est bien. Allez, monsieur Alexandre. Il est en pleine forme, là, actuellement? Oh, il est beaucoup venu. Pendant la nuit, pendant la journée. La nuit, il dort pas bien? Depuis la naissance du petit frère? Ah, racontez-moi ça, qu'est-ce qui s'est passé, là? Eh bien, je crois que je dois donner à biberon, mais puis même pas dans la nuit, il me refuse. Ah bon? Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est moi de jalousie, non? Bon, vous croyez que c'est vraiment de la jalousie? Bien, c'est bon. Non, moi je crois qu'effectivement, il veut la même chose que son petit frère, hein? Ah oui, hein? Ma pratique à ce moment-là, ça a été de dire on va respecter l'image que les gens ont d'eux-mêmes. C'est ce qu'il faisait lui dans sa pratique médicale et moi j'ai essayé de le faire dans ma pratique. Donc c'est un peu le contraire du journalisme d'une certaine manière, c'est que j'y allais en demandant aux gens comment ils se voyaient. Et je racontais ça, comment ils se voient. Et en me disant que c'est pas plus vrai ou plus faux que ce que je vois moi. Voilà, il faut choisir, quoi. Et c'est une rencontre en plus, parce que moi je filme, donc je vois. Hein, c'est quand même la rencontre que je fais. Donc j'ai fait ces films-là sur la grande pauvreté, et puis ça m'a amené à faire des films sur l'école, voilà, sur aussi et puis là, beaucoup la place des parents. C'est la place des parents à l'école, la place des parents à l'hôpital. Voilà, tous ces endroits où il y a des sachants. Qui ont une vraie expertise, hein, les enseignants et les médecins, les infirmiers, c'est des gens experts. Mais justement, comment on fait avec
le corps ou la pensée des uns quand on sait mais qu'on n'est pas l'autre. Voilà. Donc j'ai fait un film qui s'appelle Première classe sur les jeunes enseignants qui arrivent en responsabilité, comme on dit. J'ai fait un film qui s'appelle Hôpital, le droit d'être parent. J'ai fait donc un film qui s'appelle Docteur, écoute maman. Voilà. Et mes premiers films, c'était sur ça, quoi, sur la façon dont les gens ils ont à défendre leur être face à des moments où on peut les déposséder de ça. Donc j'étais pigiste, mais c'est service public, donc on est embauché 18 mois avant l'embauche, enfin on a l'annonce de l'embauche 18 mois avant l'embauche réelle, et au moment où je devais être embauchée, il y avait un plan social. Donc j'ai été licenciée avant d'être embauchée, donc j'ai eu des sous de France 2 pour pas venir. Et ça c'était bien pour moi, parce que je voulais pas y aller. Et un des caméramans m'avait dit, mais ouais, t'as le choix, soit t'es un chien et tu manges et tu restes, soit t'es un loup et tu crèves de faim et tu fais ce que tu veux. Voilà. Et donc j'ai été faire ce que je veux. Mais coup de chance aussi, il y avait à ce moment-là, avec les JRI, les agences de presse qui se sont créées. Donc, moi je suis à la Pointe du Jour, et pas justement à Capa, mais je suis à la Pointe du Jour, qui est une agence de presse qui avait été créée par Jean-Louis Saporito, lui-même licencié de France Télévisions, et où là on faisait vraiment ce que j'ai fait après, c'est-à-dire filmer tout seul et filmer comme on veut, les histoires qu'on veut, quoi. Et qui passait, en plus comme c'était une agence de presse, on pouvait faire ce passage du reportage, on va dire, au documentaire, qui est toujours un peu flou. Mais là, c'était possible parce que on faisait ce qu'on ressentait, quoi. Donc là, quand même, Point du Jour, vous faites des films, c'est toujours en destination de la télé. Je dis ça parce que Comme des lions, ça a été un film qui est sorti au cinéma. Pour ceux qui suivent un petit peu ces discussions de réalisateurs, c'est vrai que à ce moment-là, c'est encore possible quand même de proposer ce type d'image, ce type de travail. Quand même, il y a des places à la télé, et toi, tu imagines toujours que c'est pour la télé. Il n'y a pas de place sur le grand écran encore pour ces films-là. Voilà, c'est exactement, c'est le truc inverse de maintenant, c'est qu'il y a le documentaire au cinéma, à part les gros trucs vraiment animaliers ou des choses qui viennent des États-Unis. Il n'y a pas énormément de documentaires au cinéma. Et puis surtout le financement, enfin voilà, moi je suis pas du monde du documentaire, j'ai pas de sous-personnel. La télé, ça permettait à cette époque-là, des JRI, de pouvoir, des gens comme moi qui sont pas forcément du milieu, de pouvoir faire des films. C'est-à-dire d'abord on pouvait faire des séquences, hein, mes premiers films c'est des films avec des séquences de vie, avec peu de commentaires, etc. Donc c'est vraiment pas formaté, et ça pouvait passer, quoi. Et c'était le seul endroit où on pouvait, parce que faire du documentaire cinéma, fallait quasiment avoir de l'argent soi-même, quoi. C'était pas possible. Enfin, pour moi, ça aurait été impossible de devenir documentariste à ce moment-là, quoi. J'avais pas les moyens de faire ça. J'avais des gamins. Enfin, voilà, fallait vivre, hein, et la télé pouvait faire ça. Et en plus, il y avait des formats différents, c'est-à-dire pour des jeunes qui filmaient, justement, il y avait encore par exemple, Résistance faisait des 12 minutes, des 8 minutes. Et donc, c'est des programmes courts, quoi, de documentaires qu'on pouvait produire. Et donc, pour, entre guillemets, faire ses preuves, c'était vachement bien. On pouvait faire du 8 minutes, du 13 minutes, du 26 minutes. Il y avait cette souplesse-là de format. Et donc, voilà, ce qui n'est pas le cas, c'est pour ça que j'ai fait Comme des lions. Comme des lions, j'avais fait à l'inverse, c'est-à-dire pour pouvoir continuer à faire ça, de la séquence, de la vie, fallait partir, quoi. Fallait pas passer par la télé, quoi. Parce qu'il n'y a plus de séquences, je ne sais pas si vous regardez, mais il n'y a plus de séquences avec du son direct, quasiment en télé, il n'y en a plus, quoi. En fait, quand on est journaliste, souvent la différence avec le documentaire, c'est de dire tu es journaliste, donc tu as des sujets de commande, et qui que tu sois, en fait, tu pourrais les écrire, que tu sois Françoise de Seine-Saint-Denis ou André de Neuilly, tu ferais le même sujet, quoi, parce que tu vas faire ton petit reportage, tu vas interviewer les gens et tout. Toi, déjà, dès tes premiers films, on sent que tu es Françoise de Seine-Saint-Denis, et donc j'aimerais que tu nous dises en quoi cette banlieue rouge, peut-être, elle t'a aussi, en fait, finalement, accompagnée toute ta vie. On l'a déjà senti dans ta présentation. Oui, c'est vrai que c'était un des trucs, moi, où je bloquais, même dans mon rapport au CFJ, c'est-à-dire il y a cette idée d'objectivité complètement totalitaire. C'est pas vrai. L'objectivité, ça veut dire quoi? Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Ils étaient adorables, hein, les étudiants du CFJ, mais ils venaient donc tous de l'IUP de Bordeaux ou l'IUP de Sciences Po Bordeaux ou Sciences Po Paris.
Et donc il y avait à part trois, on était trois à être, on va dire, d'un parcours différent, mais sinon c'était ce milieu-là. Et donc développer l'idée qu'on est objectif parce qu'on vient de Sciences Po Paris ou de Sciences Po Bordeaux, moi ça me semblait assez limité dans la forme d'expérience de la vie qu'on mène, quoi. Alors déjà là ça me faisait drôle, et encore plus quand j'ai été aux conférences de rédaction de France 2, quoi. C'est une objectivité de... En plus les télés sont comme ça, hein, c'est des aquariums, il y a des vitres teintées, tous les sièges de télévision sont sur le même modèle de vitres qui regardent l'extérieur mais en étant dans son aquarium. Et moi ça me choquait beaucoup parce que je passais tout le temps l'autre côté du périph', c'est-à-dire il y avait un regard sur la banlieue d'où j'étais, quand ils en parlaient, c'était hallucinant, et donc c'était dans deux mondes. C'était un moment, donc les années 90, qui était vachement violente, en banlieue il y avait beaucoup d'émeutes, le rapport de la télé à ça était terrible, de caricatures, et puis ils les connaissaient pas, hein, c'est tout con, mais quand on connaît pas les gens, on va aux eaux, quoi. En plus moi je suis de Saint-Denis, et Franc-Moisin, donc la cité de Saint-Denis c'est la cité la plus proche de Paris. Pour les journalistes, c'est la bombe, c'est Franc-Moisin, puisque c'est le plus près, quoi. Donc ils n'arrêtaient pas de m'appeler en disant alors tu sais comment on peut aller filmer Franc-Moisin? Je dis vous y allez pas, j'espère que si vous y allez, que vous fassiez chourer votre caméra. Je leur disais ça comme ça, hein. J'espère qu'ils vont vous voler votre caméra, j'espère qu'ils vont vous caillasser, parce que c'était tellement dégueulasse ce qu'ils racontaient à chaque fois qu'ils y allaient, que c'était, je leur dis, faites-vous caillasser. Ou je prends cet exemple-là, une fois ils m'appellent pour dire, dis donc, on fait un truc sur NTM, t'as pas des nanas qui pourraient raconter comment c'est dur en banlieue, etc. Et je leur dis, mais va dans ton bureau, t'as trois beurettes qui sont en mini-jupe, qui sont secrétaires chez toi. Donc vous faites un truc sur comment c'est dur pour les beurettes à France 2. Tu vas voir. Et le gars, il est tétanisé, quoi. Mais pourquoi tu me dis ça, quoi? Je dis, mais va voir, pourquoi? Je dis pas que ça, y a pas de problème en banlieue, mais pourquoi tu veux aller là alors que tu as un sujet devant ta porte? Tu dis, si elles avaient du boulot et qu'elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient, ça irait mieux. Donc fais ton truc, la France 2. Et ça, c'était vraiment ce qui me portait, quoi. C'est-à-dire le fait de ne pas connaître. Ils ne connaissent pas, et du coup, voilà, moi je préférerais qu'ils fassent des trucs s'ils sont du l'IEP Bordeaux, sur le riche bordelais, hein, parce que c'est ce qu'ils connaissent. Et voilà, donc c'est ça qui m'a porté, et c'était vrai que c'était pas forcément de l'analyse au départ, mais plus une urgence, quoi, de dire mais non, on vit pas comme ça, quoi. En même temps, j'avais jamais dans l'idée de faire j'ai jamais fait de documentaire sur la banlieue. J'en ai jamais fait. C'est-à-dire, ça n'était jamais un sujet, la banlieue. C'était peut-être l'école, mais elle était en banlieue, ou c'était peut-être voilà, des choses comme ça. Mais alors en plus, comme j'étais en cité, à un moment, il y a des violences policières dans ma cité, avec mes potes. Donc moi j'étais là à ce moment-là, j'étais là, c'est-à-dire qu'il y avait les gamins qui nous disaient, nos gamins, hein, qui nous disaient, bon, moi ils étaient un peu petits, mais les un peu plus grands, ils nous disaient, ouais, les policiers, ils n'arrêtent pas de nous contrôler, nous provoquer, etc. Et donc comme tous parents, on disait, bah t'as qu'à être poli, et s'ils te contrôlent, c'est qu'ils ont une raison, etc. Et on s'était dit, donc toujours dans la cité, on s'était dit quand il y a un problème, on descend. Les parents, on descend parce que, en fait, sinon c'était toujours le gars du rez-de-chaussée qui s'occupait de tout, et il en avait marre. C'était un prof d'histoire qui vient du Congo, et c'était toujours lui qui sortait. Et quand il y a un problème, que ce soit entre gamins, hein, ou pas entre gamins, ça on ne savait pas, on descend. Et donc c'était un 17 octobre de 2001, et c'était 2001, c'est ça, 17 octobre 2001, et donc c'est une date pas anodine, hein, c'était quand même la célébration du 17 octobre. Et là, il y a des policiers qui contrôlent dans la cité très violemment un jeune qui est avec son père sur la dalle. On a une dalle, et il est avec son père devant chez lui, et il lui demande ses papiers, et c'était très violent. Il lui disait, sur ton t-shirt, toi il y a marqué Lacoste et moi il y a marqué police. Voilà, et il se collait le front, alors qu'il y avait son père, et voilà, et c'est pour prendre ses papiers, il y avait juste à aller derrière. Et donc on descend, moi j'avais la plus jeune là dans les bras, et on descend mais vraiment tranquillement, on descend pour dire tout va bien, il y a les adultes, il n'y aura pas de problème. Et là, la police appelle les renforts, et a tapé. Pas moi, parce que j'ai mon bébé dans les bras, mais elle m'a tapé essentiellement des femmes et des ados, on les a embarqués, etc. Et donc on a créé un comité
un comité pour obtenir les droits là-dessus, enfin voilà, qui se la passe au tribunal, etc. Et donc du coup j'ai fait un film qui s'appelle Des gens comme nous et qui est cette histoire-là, qui était pour le coup la mienne, enfin en tout cas oui, celle du comité qu'on avait créé et de la bagarre qu'on a menée sur les violences policières. C'est la première fois où vraiment on a fait un film sur Saint-Denis, quoi, à propos de Saint-Denis, alors que j'avais pas spécialement l'intention de le faire comme ça, quoi. Mais voilà, c'est le film que j'ai fait là-dessus qui s'appelle donc Des gens comme nous. Tout d'abord, je leur donne rien du tout, c'est les salariés qui décident. Bien sûr. Et vous en êtes fiers? Bien sûr, fier de faire cette grève, c'est énormément de courage. La contestation, Jean-Pierre Mercier, elle est utile, mais les cris, les invectives, les menaces, les coups le sont beaucoup moins. Vous voyez, là, moi je vous ai répondu, et puis vous avez le dernier mot. Non, je dis ça, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça. Dans une grève, ce qui compte, c'est qu'on trouve la solution et qu'on trouve le chemin ensemble. Après le 6 mai, si les Français me choisissent, nous aurons rendez-vous. La lutte, c'est bien souvent d'abord se la faire dans la tête. Pourquoi? Pas trop fatigué? En pleine forme. Eux sont bêtes, nous on est intelligents. Pour moi, personnellement, on est plus intelligents qu'eux. Parce que nous on arrive à dire non. Vous êtes l'État, bordel! Vous avez quand même du poids! Un message à Madame l'huissière. On n'est pas des gens de cité 1. Premièrement, si vous pouvez aller nous consulter nos casiers judiciaires, tralala, c'est vierge. Ils sont vierges, madame. On est des ouvriers. Ça fait partie de l'intimidation. Ça fait pas peur, mais ça énerve. Voilà les accusations de la direction. Vous avez été reconnu en train de lancer un œuf à bout portant. Sous la violence du choc, il a chuté au sol. Pour moi, alors il y a deux façons de voir, hein. Soit je suis plus vieille et je suis ringarde, soit il y a un problème à la télé, mais en tout cas, moi je ne me retrouvais plus. Donc je ne me retrouvais plus, puis j'avais envie de retourner filmer les gens et d'être libre, quoi. C'est vrai que c'est aussi un apprentissage cette période-là de ce que j'ai envie de faire, et tant pis si c'est pas à la mode, quoi. Donc tant pis, c'est soit j'essaye d'être à la mode et j'y arriverai jamais, soit j'essaye pas d'être à la mode et je fais ce que j'aime, voilà, et ce que je sais faire, et puis tant pis ou tant mieux, mais voilà, donc c'est le fait que j'arrête et d'être productrice, parce que je m'y retrouve plus, c'est pas mon univers, c'est pas mon dialogue, c'est pas agréable, quoi. Et puis je vais faire ce que j'ai envie, voilà. Donc, le fait d'être là, je l'ai fait sans Côte des Lions, je l'ai fait toute seule, j'ai fait sans argent, sans la Côte du Jour était sympathique avec moi, mais elle avait une boîte de prod, elle ne produit pas quand elle n'a pas l'argent, hein. Il y a l'argent, il n'y a pas, hein. C'est différent du cinéma, ça, il n'y a pas de financement, voilà, soit on a le financement télé, on y va, soit on n'y va pas, hein. Donc on n'y allait pas, et moi je suis allée toute seule, voilà, pour faire du ringard, voilà. Et puis alors quitte à faire du ringard, j'ai dit je vais filmer les mecs de la CGT, et puis je vais filmer une lutte, et puis voilà, je vais faire du ringard, quoi, ouais, pas de problème, quoi. Allons-y. Les licenciements d'une usine ne va faire. Je dirais à Hollande que le changement, avec lui, ça sera pas pour demain. Il s'aplatit devant les patrons et il nous fout dans les paniers à salade. La honte parce qu'on défend l'autre emploi. C'est comme ça, le chômage a réduit. C'est l'image de nouveau gouvernement. C'est l'image de Monsieur le Président. Voilà. C'est l'image. Un minute. Ne réponds, s'il te plaît. Un minute. Ne réponds pas. Tu obliges ton monteur à travailler pendant 10 mois sur le montage de 300 heures de rush. Donc là, effectivement, on est complètement à l'inverse de... et voilà, les documentaires, c'est ça, c'est prendre le temps. Et là, je crois que tu as battu des records quand même. Ah oui, j'ai fait... c'est les Belges, hein, qui permettent ça. C'est un atelier qui s'appelle le Zara de création.
Même là-dessus, on a un peu tiré à la ligne avec Gélo, qui est donc un gars du coin. Mais on a pris le temps, on a fait 10 heures de montage. On a monté 10 heures, mais monté, hein, il y a 10 mois et 10 heures. 10 heures, on a fait un film de 10 heures monté, hein, avec les dialogues en longueur, des scènes de discussion, des scènes d'action. On a une vraie ours de 10 heures à monter, donc c'est un confort que personne n'a. Et même à la fin, on a aussi un confort assez superbe qui peut être vécu vachement violemment, mais nous c'était super bien, c'est-à-dire qu'on a monté 10 heures, 4 heures, 2h30, et puis c'est 1h45. Et là, on a monté, on a travaillé avec un autre monteur qui est Frédéric, le fils de Tousso Larzac, Christian Rouault, donc son fils, qui est son monteur, qui est un mec adorable. Et on est allé à 3 pendant 3 jours ne parler que montage, c'est-à-dire pourquoi ce plan-là au début de scène, parce que nous on avait monté, c'était très important pour nous de monter en termes de narration, c'est-à-dire de raconter comment tel comité de grève, comment ça a évolué, etc. Et du coup on avait plus le recul pour voir en effet que le côté cinématographique il faut que ça commence par ce plan-là pour raconter cette histoire-là. Et donc on a eu aussi ce truc extraordinaire de bosser à 3 que sur le montage, que sur la narration filmique du film, comment tu racontes une histoire avec des images, et pourquoi un plan comme ça, ou pourquoi un plan comme ça, une fois qu'on a fait tout ce travail de narration de l'histoire. Alors moi j'en ai marre qu'on soit trimballé de réunion en réunion, de blabla en blabla, donc configuration, pas configuration. Nous, ce qu'on veut, c'est des résultats à la fin. Vous comprenez qu'est-ce qui nous pousse à en arriver là, quand même? Oui. Non, mais si vous voulez, comme directeur général du travail, je suis conscient de l'importance de ce que vous dites. Le ministère du Travail est là pour écouter une délégation. La seule chose que je vous dis, c'est qu'il y a à la fois une question de méthode et une question de fond. C'est le code du travail que vous avez sur là. Est-ce que vous pouvez regarder l'article L2245? Oui. Non, mais bon. L2245, c'est le fait qu'une des deux parties dans un conflit, à tout moment, peut demander à un médiateur. Je voudrais savoir pourquoi vos services, apparemment, vous l'avez. J'avais un doute, je ne savais pas si vous l'aviez ou si vous ne l'aviez pas. Là, il est sur la table. Il est épais, hein. Il est rouge en plus. Il est beau, ça. C'est le code du travail. Pourquoi vous avez déchiré la page où il y a marqué, apparemment, le ministère du Travail ne connaît pas le L2245? Monsieur Bordery, vous étiez engagé à protéger notre emploi, pas 1 an, pas 2 ans, pas 3 ans, pas 4 ans, au moins 5 ans. Est-ce que vous tenez votre parole, vous? Oui, le groupe, il a tenu ses promesses On d'investissement. ne demande pas votre pitié, on demande juste que vous respectiez votre parole. Ou vous tenez votre parole et on reprend le travail, ou vous ne tenez pas l'accord que vous avez passé et on continue à bloquer la production et le stock. Oui, voilà. Écoutez, Non, mais c'est sans appel. La justice, aujourd'hui, est là pour dire non à la fermeture de l'entreprise. Dans la Constitution est inscrit la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre veut dire qu'un patron peut ouvrir et fermer une entreprise. Une entreprise qui a fait 17 millions d'euros de bénéfices. Ça veut dire qu'on a un PDG qui a dit à un ministre « Allez vous faire foutre, moi je fais ce que je veux ». Ça n'est jamais assez. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire? Qu'est-ce que deviennent les salariés? On sent personne dehors. C'est des familles entières, des enfants, des pères, des mères. Elle est où la parole? Je me bats pour un chèque qu'on va toucher à la fin de chaque mois. C'est pour ça qu'on doit se battre, tous ensemble. On n'a plus rien à perdre. Je vous demande de partir. C'est illégal. Entendez ce que je vous dis. On ne bougera pas. C'est fini. Elle est fermée, cette usine. On est en train de crever et on se fout sur la gueule. S'il n'y a pas de rencontre, un débouché qui reprend le dialogue, ça va vraiment dégénérer. Il y a quelque chose qui m'a un peu interpellée, c'est la proximité, la ressemblance troublante avec le film En guerre qui est sorti que j'ai vu donc il y a 1 mois, mais ça m'a troublée parce que j'ai vu quasiment les mêmes scènes et donc je voulais savoir si du coup tu avais été peut-être
associés ou donc au travail du film en guerre. Est-ce qu'ils ont je pense qu'ils ont dû voir Comme des lions, c'est pas possible autrement. Enfin, je sais pas. Enfin, en fait, je sais pas. J'ai pas envie que ça soit une question polémique, mais j'ai tellement été, ça m'a tellement troublée que je voulais quand même que tu m'en dises quelque chose. Ouais, c'est troublant, voilà. C'est troublant, enfin, en fait, il y a un côté... Au début, je l'ai pris vachement bien. Je me suis dit, super, ça veut vraiment dire que Comme des lions a marqué quelque chose, puisque il y a un film de fiction qui s'en inspire et chouette, quoi. Enfin, vraiment, quoi. Et qui s'inspire notamment de Philippe Julien, dans la façon de parler de Lindon. Il y a des scènes vraiment de Julien, quoi, honnêtement. Et c'est super... Enfin, moi, au début, j'étais vachement contente. Après, je trouve que ce qui est un peu dommage, alors d'une part, ce qui est dommage, c'est que c'est pour quand même une fin contraire à la logique de Philippe, et autant si on s'inspire de Philippe, autant s'inspirer jusqu'au bout, c'est-à-dire tirer le rapport à la grève d'une façon positive et humanisante pour les gens. Et là, en l'occurrence, en guerre, comme d'habitude, j'ai tendance à dire, les ouvriers, il faut qu'ils perdent, quoi. Il faut qu'ils soient malheureux et puis il faut que ce soit un drame, quoi. Et ça, c'est insupportable. Enfin, pour moi, c'est insupportable. Pourquoi donc on devrait faire un film qui finit mal? On peut perdre, enfin, c'est toute l'idée de Comme des lions, on peut perdre parce qu'on n'a pas le rapport de force, mais on gagne, humainement parlant, etc. Et donc ça, c'est vraiment terrible qu'ils ne s'en soient pas inspirés jusqu'au bout, notamment de Philippe, qui est quand même qui porte ça de façon tellement magnifique, cette idée de lutte qui est dans la vie. Enfin bon, ça c'est le premier truc que je trouve dommage. Le deuxième, il pourrait le dire, quoi. Enfin, moi ça me ferait pas chier, et il a travaillé beaucoup avec le gars des Conti, Xavier Mathieu, et Xavier Mathieu, bon, ils disent qu'ils ont travaillé ensemble très bien, mais putain, rendez hommage à Philippe aussi, quoi. Ça coûte quoi de rendre hommage à Philippe, à Salah, à Ahmed, parce que c'est vrai qu'ils ont les postures, qu'il y a les cadres, que les cadres sont faits pareil, mais c'est pas, enfin, ce n'est pas me voler quelque chose que de dire que Comme des lions a donné envie, ou je sais pas, ou a inspiré, ou que les personnages ont inspiré, qu'ils le disent. Et ils le disent pas comme s'il y avait Xavier Mathieu, enfin c'est... Comme quoi, dans tous les milieux, c'est pareil, il y a Xavier Mathieu, et il y a Lindon, et il y a le réalisateur, et puis il n'y a que eux, quoi. Puis merde, ça ne coûte rien de dire qu'il y a une nana qui a fait un film avant. Ça n'empêche rien de ses capacités de réalisateur en plus, quoi. Voilà, et c'est vrai que c'est un peu triste, c'est un peu triste. Mais c'est chouette en même temps, et les cadres, que ce soit sur les cadres, le cadrage, ou que ce soit sur les personnages, c'est une bonne nouvelle. Au fond, c'est une bonne nouvelle, c'est que Comme des lions a servi à quelque chose, quoi. Nous sommes au printemps 1889. La construction de la Tour Eiffel est presque achevée après plus de 2 ans de travaux. Avec elle, la France pavoise. Une France qui accueille cette année l'exposition universelle. Pourtant, à la veille de son inauguration, un événement manque de tout remettre en cause. Un ouvrier du chantier fait une chute mortelle. L'affaire est vite étouffée. L'ouvrier s'appelait Angelo Scagliotti. Il venait d'Italie, comme une bonne partie de ceux qui ont construit cet emblème national. Les ouvriers italiens qui ont participé à ce chantier ont disparu de notre mémoire, comme un symbole de l'histoire que nous allons vous raconter. Dans la situation actuelle des réfugiés en France et le traitement médiatique que vous connaissez aujourd'hui à la télé, des gens qui arrivent en France et n'y sont pas accueillis, vous avez réussi à Point du Jour donc à faire qu'il y a un film sur l'histoire de la France à travers son immigration, et là tu travailles déjà depuis pas mal de temps. On a commencé à tourner en septembre, on fait 4 heures, ça s'appelle Histoire d'une nation au pluriel, et c'est l'idée que la nation française est une nation d'immigrés et qu'on on s'est construit comme ça depuis la Troisième République, et que c'est ça qui fait ce pays, et puis en même temps qui fait les contradictions de ce pays, puisque du coup la nation française qu'on a construite à partir de la Troisième République se construit en définition vis-à-vis de ceux qui ne sont pas
français. Et donc passe son temps à essayer de savoir qui est français, qui ne l'est pas, qui a la nationalité, qui ne l'a pas, etc. Donc c'est un 4 heures qui raconte le rapport de l'État à l'immigration et l'histoire des Français venus d'ailleurs depuis la Troisième République. Donc voilà, donc c'est 4 heures. Alors c'est formaté, mais alors formaté quoi. Voilà. Mais l'histoire elle est bien quoi. Et puis c'est un chant choral de tous les Français de tous les endroits qui racontent cette France-là, quoi. Cette France des bon, on est en gros plus d'un quart à avoir au moins un grand-père venu d'ailleurs. Donc c'est vraiment spécifique à la France. Hein. Et dans les années, la fin des années 20, on est le premier pays d'immigration devant les États-Unis. Donc on pourrait être les États-Unis d'Europe de ce point de vue, mais on ne l'est pas. C'est-à-dire plus on est ce pays-là et plus on se replie sur l'idée qu'on le serait pas. Qu'on est la France des villages, qu'on est la France des Gaulois. Et c'est une espèce de je sais pas comment on peut dire, de schizophrénie française, sur non, on n'est pas immigré. Et si on l'est, mais avant ça s'est bien passé, hein, ça s'est jamais bien passé, puisque par définition de la France, on est dans une schizophrénie, donc ça s'est jamais bien passé, ni pour les Italiens, ni pour les Polonais, etc. Et, y compris sur la religion, quoi, y compris en leur reprochant d'être trop catholique, d'être trop chrétien, d'être trop machin, donc ça s'est toujours passé, et on n'a jamais trop voulu, quoi. Enfin, et après il y a eu cette histoire très violente de la guerre d'Algérie qui fait qu'on est dans un rapport délirant aux Algériens et par extension à tous ceux qui ont été colonisés. Il faut bien dire aussi que le pétainisme a fait beaucoup pour revigorer cette France rurale, ancestrale, immuable. Il y en a encore de vilaines traces aujourd'hui, que beaucoup exploitent politiquement, même ce que l'on croyait de gauche. Oui, c'est ça, c'est la France des petits pays, c'est un truc un truc qui n'a jamais existé, parce qu'en fait on a commencé par dire aux paysans et aux ouvriers qui n'étaient pas considérés comme français, hein. D'abord il y avait un village sur 4 qui ne parlait pas français, hein, et ici en l'occurrence cette histoire-là elle est marquée, hein, de la Troisième République qui dit maintenant les gars c'est pas tout ça, mais tous les Français parlent français, tous les Français sont comme ça là. Et donc cette violence-là, elle a été, enfin c'est pas une violence, hein, mais enfin cette caricature de ce que doit être l'Union, voilà, c'est ça, c'est de la caricature de ce que doit être l'Union. Elle part d'abord de cette violence intérieure, et puis elle se régénère en permanence sur le dos en gros de l'ouvrier qu'on peut pas, et du paysan qu'on peut pas dire ouvrier et paysan. Et donc du coup à chaque fois on dit c'est un sauvage parce qu'il est, alors pour le coup parce qu'il parle pas le français, c'est un sauvage parce que et petit à petit c'est un sauvage parce qu'il est italien, c'est un sauvage parce qu'il est polonais, c'est un sauvage parce que voilà, algérien, c'est plus qu'un sauvage, puisqu'en plus ils ont l'outrecuidance de vraiment eux faire la guerre. Parce qu'en gros c'est l'ennemi intérieur, et cet ennemi intérieur là a l'outrecuidance de le faire vraiment, c'est-à-dire de dire bah ouais nous on va vous faire la guerre, on va libérer notre pays, quoi. Donc c'est vraiment cette histoire là, ouais, et plus on est mélangé, et plus la France elle est, bon an mal an, elle est énormément mélangée, et plus on mélange nos cultures, etc. Et plus il y a un rétrécissement politicien en effet mais non, je vous jure, toi t'es français, toi tu l'es pas, toi t'es français, toi tu l'es pas, pour des raisons de division politique, quoi, clairement. Et c'est ça que raconte le film. Formaté, mais au moins il le raconte. Donc il le raconte pour tout le monde, ce qui n'est pas inintéressant. En même temps, c'est une question qu'on peut se poser ici. C'est intéressant de se poser la question comment on fait pour que tout le monde puisse regarder un film documentaire. C'est pas une question inintéressante. C'est une question qui est rude, à laquelle il faut s'atteler, mais qui n'est pas complètement un truc à rejeter, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on peut à 20h30 passer du documentaire et que tout le monde et personne ne zappe. C'est quand même, c'est pas mal, c'est un pari intéressant, c'est pas un pari, c'est un pari avec les députés, parce qu'il y a tout un tas de représentations des gens, mais c'est intéressant, c'est quand même, pour vous le dire, c'est le début, fin septembre, donc vous verrez si ça passe quand même, quoi. En tout cas, Françoise, merci à toi, parce que
Peut-être qu'on a... Mais tu as ouvert pas mal de voies aussi dans cette approche du documentaire et du rapport aux gens. Donc merci beaucoup, on est ravis de t'avoir accueilli, on espère te revoir bientôt. Merci.